d'excuses. On ne peut pas entendre d'excuses par rapport à ce qu'ils ont fait. On lui a laissé aucune chance, aucune. Et on vient me présenter des excuses, on a détruit sa vie et on en a détruit 4 autres à côté. Et on vient présenter des excuses, mais non, c'est impossible. Je pensais que la justice m'aiderait à commencer mon deuil. Et en fait, non. Donc mon deuil, je ne peux pas le faire. Donc, bonjour madame, Véronique Monguillot, vous êtes la femme de Philippe Monguillot qui était chauffeur de bus à Bayonne et qui a été frappé à mort pour avoir demandé un ticket de bus et pour avoir demandé de respecter le port du masque le 5 juillet 2020. Tout d'abord, comment allez-vous et comment vont vos 3 filles 3 ans après ce drame? C'est toujours la survie. C'est la survie depuis 3 ans, depuis qu'il est parti, depuis qu'on nous l'a arraché. C'est la survie, voilà, et ça va continuer comme ça pendant bien longtemps, je pense. Donc, on ne va pas dire qu'on va bien, enfin, on le dit qu'on va bien, sauf que c'est faux, mais tout le monde le sait, voilà. On ne veut pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait qu'on est extrêmement malheureuses toutes les 4, quoi, voilà. Il y a 10 jours à peu près, s'est tenu devant la cour d'assises de Pau le procès des agresseurs de votre mari. Ouais. Avant ce procès, dans quel état d'esprit étiez-vous? Vous aviez confiance en la justice? Vous étiez pleine d'espoir dans ce procès? Complètement, oui, on y a cru jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai voulu faire confiance à la justice. Voilà, bon, il y a eu la requalification des faits en cours pendant ces 3 ans. Je ne sais plus quand c'était exactement. Bon, là, on a pris un coup de massue, on a pris une grosse gifle. Malgré ça, on a voulu y croire. Voilà, on a voulu croire à la justice jusqu'au bout, jusqu'au verdict. Puis en fait, non, quoi. On a ramassé une autre gifle, on va dire. Oui, parce que c'est ça, en fait, les agresseurs ont été condamnés à 13 et 15 ans de prison. Ça, c'est le maximum. Avec les remises de peine, ils feront peut-être moins. Exactement, ouais. Quelle est votre réaction? Vous êtes révoltée, dégoûtée? Ou en même temps, vous vous dites le procès est passé, c'est une tâton de page ou... Ouais, on se dit, bon, le procès est passé, c'est ce qu'on attendait, voilà, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse réapprendre à vivre, si on peut réapprendre à vivre, ça c'est une autre histoire. Mais dégoûté, oui, dégoûté, parce qu'en fait, 13 et 15, il y aura des remises de peine, il y aura plein de machins, ceci, cela. Moi, je connais rien, la justice, mais enfin, on entend, dans les médias, on entend. Donc, bon, eux, d'un moment donné, ils seront dehors, quoi. La peine prononcée n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait, de toute manière. Donc, parce qu'on lui a laissé aucune chance, il s'est relevé. Il avait déjà une commotion cérébrale, mais il s'est relevé pour aller se protéger. Et en fait, on est venu l'achever. Donc, si vous voulez, pour moi, la volonté de tuer, elle était là. Donc, on ne peut pas... aujourd'hui, on en parle avec les filles, on ne peut pas mettre des peines si lourdes, si peu, par rapport à ce qui a été fait, quoi. C'est pas possible. Donc, on est dégoûté, ouais. On est franchement dégoûté. Dégoûté de voir ce qui se passe dans notre pays. Enfin, c'est un truc de fou. Oui, parce que du coup, pour vous, la justice, elle n'est pas vraiment du côté des victimes, elle est de l'autre côté. Exactement, oui, parce qu'on va leur donner une chance encore à ces gens-là. Sauf que ce sont des récidivistes. Ils ont des casiers quand même assez chargés. On va leur donner encore une chance, mais mon époux, il n'a plus aucune chance. Je ne boirai plus un café avec lui, je ne mangerai plus avec lui, je ne discuterai plus avec lui. Enfin, ma vie s'est arrêtée, moi, le 5 juillet 2020. Donc, je veux dire, voilà, on est dégoûtés. Nous, les victimes, en fait, je veux vous dire aujourd'hui, on est coupable d'être victime. Coupable d'être victime. C'est comme ça que vous le ressentez? Complètement. Oui. Ouais. Et justement, juste pour revenir sur ce procès, qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour vous? Est-ce que c'est le verdict justement à la fin où vos espoirs sont déçus, ou c'est le fait de voir les agresseurs de votre mari dans la même pièce que vous? Ouais, j'ai vu les agresseurs pour la première fois le vendredi, donc 15 septembre, au début du procès. Je les avais vus en photo déjà, donc j'avais une idée à peu près, mais une photo ne rend pas pareil que quand on voit en vrai, on le sait. Mais quand je les ai vus, c'est le jour et la nuit par rapport aux photos. Pas habillés pareil, propres sur ceci, cela. Enfin bon, un grand tralala, on va dire. Donc du coup, quand je les ai vus, j'ai pété un boulon, quoi. Je veux dire, j'ai hurlé. On m'a sorti parce que je me suis dit, c'est pas possible que ces deux individus, ces deux choses, ce sont eux qui ont vu mon époux en vie pour la dernière fois et qui l'ont touché. Il était en vie encore pour la dernière fois. Enfin, je veux dire, donc je suis sortie, on m'a sortie. Et, donc ça a été très éprouvant. Voilà, je suis rentrée après, je me suis calmée, j'ai pris sur moi. Après d'entendre des choses pendant les audiences, le médecin légiste, bon, on est sorti, la vidéo, je suis sortie aussi. Voilà, il y a des choses que je voulais pas entendre, mais que je sais après par la suite parce qu'on est venu me le dire. Et après le verdict. Et puis les excuses de ces choses-là. Oui, justement. Ouais, les excuses, Madame Monguillot, excusez. En fait, tais-toi, quoi. En fait, tais-toi. T'as tué, point. Arrête, je veux pas d'excuses.
on ne peut pas entendre d'excuses par rapport à ce qu'ils ont fait. On lui a laissé aucune chance, aucune. Et on vient me présenter des excuses, on a détruit sa vie et on en a détruit 4 autres à côté. Et on vient présenter des excuses, mais non, c'est impossible. Donc ça a été très éprouvant, surtout quand il y en a un aussi qui a dit, mais j'étais au courant déjà, mais quand je l'ai entendu, ça a été douloureux, que c'est moi qui avais tué mon épout parce que j'ai demandé à ce qu'il soit débranché. Mais c'est archi faux en fait, c'est un accord avec le personnel médical qui a tout fait pour... Mais c'est la dernière chance, comme il n'y en avait plus de chance de toute manière. Même s'il a été opéré le soir même de la tête, il n'y avait plus aucune chance, on nous l'a dit. Mais à 1h du matin, on nous l'a dit. Donc, si vous voulez, voilà, moi, quand j'ai entendu ça aussi, le jour de, je ne sais plus quel jour c'est pendant le procès, j'ai pété un câble. En fait, tais-toi. Et le gars, il se retourne vers moi, mon Guillaume, mais tais-toi, quoi. Disparais de ma vie, de nos vies. De vos vies, de vos filles de aussi. Mes filles, la vie de mes filles, de la mienne, mais qui pourrissent en prison, je veux dire. Mais voilà, quoi. Donc ça a été très éprouvant aussi, puis le verdict. Oui, le verdict, on en a parlé à 13 et 15 ans. C'est pas assez pour vous? Vous auriez bien sûr que non. On peut pas. Enfin, pour nous et pour beaucoup de personnes, on n'est pas seuls. On n'est pas que les 4, mon Guillaume. Il y a beaucoup de gens derrière nous qui sont révoltés par ça. Et pour nous et pour ces personnes-là et pour nous, l'intention de donner la mort, elle y était. Sauf que ça avait été requalifié. On le sait. Ils ont requalifié en blessure, coups et blessures. Et quand on dit à quelqu'un, quand on massacre, quand on tape quelqu'un au sol, à la tête, à coups de pied, à coups de poing, extrêmement violent, pendant 1 minute 41, on voulait faire le plus de dommages possible. Il s'est relevé, il avait déjà une commotion cérébrale. Et on est venu l'achever. Donc, avec un dernier uppercut, un coup de poing, un uppercut qui n'a fait qu'aggraver ce qui s'est passé au sol, quand il était par terre, le pauvre. Et je vais dire, donc qu'on ne dise pas qu'il n'y avait pas l'intention de l'achever. Et il a prononcé des mots, cet individu-là. Il a dit, on va te démonter à l'extérieur, on va te finir. Quand on dit ça à quelqu'un, on va te finir, ça veut dire ce que ça veut dire, faut pas. Et la justice, ça fait abstraction de pas mal de choses. Elle est laxiste, la justice? Comment? La justice, elle est laxiste pour vous sur ce cas-là et sur beaucoup d'autres cas? Mais complètement. Enfin, si vous voulez, la justice applique les lois. En fait, c'est ça, la justice applique les lois, sauf qu'on a des lois à 2 balles dans notre pays. On a des lois qui ne tiennent pas la route. Vous allez en Espagne, j'habite pas loin de l'Espagne, je suis à 1 demi-heure d'Espagne. Quand vous entendez ce qui se passe là-bas et comment ils sont jugés, mais il n'y a pas photo. La France est la risée de beaucoup de pays. Parce qu'il n'y a rien qui va. Et là, la justice fait partie de ça. Voilà. Vous parlez justement de l'état de notre pays. Philippe n'est malheureusement pas la seule victime d'un peu de cette violence gratuite. Il y en a eu, on en parlait tout à l'heure, à Bayonne, pendant les fêtes de Bayonne cet été, qui demandait juste qu'on n'urine pas devant chez lui. C'est ça. Et qui a aussi été tué. C'est ça. Pour vous, la France, elle est en train de sombrer. Elle est dans un... Oui. Ouais, la France sombre depuis quelque temps. Moi, je n'ai pas connu mon pays comme ça. Voilà, ça faisait presque 30 ans qu'on était ensemble. Quand je l'ai rencontré, voilà, il n'y avait pas tout ça. Et on ne pensait jamais qu'à Bayonne, ça allait se produire non plus. C'est une petite ville, Pays Basque, tranquille et tout. Et je vais dire, et ça s'est produit, en fait. Donc, en fait, avec cette justice qui est laxiste, comme vous dites, voilà, c'est la porte ouverte à tout, à toute la violence qui va continuer. Qui va continuer. Le pays a sombré. Sauf que personne ne s'occupe de ça. Personne. C'est comme ça. Donc il y a eu un drame, mon Guillaume, il y a eu un drame au fait de Bayonne, Patrice, il y en aura d'autres. Et on ne bougera jamais. Alors on vous dit, ouais, tout le soutien, machin, non, taisez-vous en fait. Taisez-vous, arrêtez. Il n'y a pas de soutien, pas possible. Il y a du soutien de personnes anonymes qui sont rentrées dans nos vies il y a 3 ans et qui sont toujours là. Donc, ça vous a aidé ce soutien à tenir? Complètement, ça m'a porté. Ça m'a porté parce que j'ai eu des idées noires, bien évidemment. J'ai voulu rejoindre mon époux au tout début, j'avais tout planifié. Je savais ce que j'allais faire, mais je n'en parle pas. Mais en fait, il y a eu un moment déclencheur, c'est mes filles assises là à ma place, les 3, côte à côte, et puis je les ai regardées, et puis je me suis dit non, t'as pas le droit, Véro. Elles sont orphelines de leur papa, elles peuvent pas être orphelines de leur maman, c'est pas possible. Et puis elles ont tellement une partie de leur papa aussi que... Et je me suis ressaisie, voilà, par ma force, mon caractère, je me suis ressaisie, et puis et j'ai avancé, tout doucement, parce que le chemin est très long, mais je l'ai fait. Voilà, donc, Et vous en voulez aussi un peu à l'État qui ne fait rien pour les familles comme vous, mais aussi contre cette violence gratuite, parce que vous n'êtes malheureusement pas la seule famille de victimes en France. L'État ferme les yeux par rapport à ça. L'État, eux, c'est leur propre vie à eux. Nous, les petites gens, comme je dis souvent, nous sommes rien en fait. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Donc oui, on a eu du soutien au début, mais ce sont des mots. On a eu des mots. Mais en fait, ce n'est pas des mots qu'il faut, ce sont des actes. Il faut peut-être changer les lois par rapport à la justice, parce que moi, j'y connais rien, puis je n'ai pas envie de connaître, parce que bon, c'est pas votre pas mon truc, quoi. Moi, je veux dire, la justice, c'est bon. Mais il y a plein de lois, il y a plein de choses à remettre à jour pour que la violence stoppe.
Stop, parce qu'aujourd'hui, il y a une violence pour un regard, il y a une violence par un regard, il y a une violence verbale, il peut y avoir une violence physique, on en est la preuve. Et je vais dire, et en fait, le gouvernement ferme les yeux par rapport à tout ça. Et nous, les victimes, on est coupables. Non, non, non. Donc oui, le gouvernement a 2 balles, ça aussi a 2 balles. Ouais. Et j'aimerais maintenant parler un peu de votre mari. Oui. Quel homme c'était, quel père c'était aussi, parce que vous avez 3 filles avec votre mari. Il était extraordinaire, on s'est rencontrés en 93, on s'est mariés en 95, on a fait des enfants, 3 ans, Mélanie en 96, Manon en 99, et Marie 2002. Une vie, voilà, une vie posée, normalement. On a eu des petits heurts dans une vie de couple, à un moment donné, on se tourne un peu le dos. Mais voilà, et puis jusqu'à un moment donné où on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, bon, on est en train de faire du n'importe quoi, on est en train de mettre notre couple en danger. Non, il faut pas. Et on avait la même pensée. Et on a réussi, en fait, on avait réussi, peut-être 2-3 ans avant qu'ils partent, comme l'arrache, on avait réussi, en fait, à remettre notre couple sur le bon chemin, on va dire, mais c'est encore plus fort qu'avant. Et ça, c'est rare aujourd'hui. C'est très rare, malgré qu'on ait eu voilà, cette période où ça n'allait pas entre nous. Mais voilà, c'était quelqu'un de entier, beau. C'était le mien, hein, voilà, je l'avais choisi parce qu'il était beau aussi, hein, je veux dire. Et voilà, et on devait continuer tous les deux jusqu'au bout. Mais bon, on ne nous a pas laissé le temps. Et vous aviez plein de projets, j'imagine, ouais, pour on devait acheter, quand il allait arrêter son travail. C'est ça. Oui. Il devait être à la retraite 1 an après son massacre. Et on devait acheter un camping-car en septembre 2020. Il m'avait dit, bon, Véro, on va acheter un camping-car, machin. Il me dit, plutôt que d'attendre que je sois à la retraite, on va s'y pencher maintenant. Je lui avais dit, d'accord, roule, ça marche. Et il m'avait dit, on va prendre un grand camping-car parce que comme ça, on pourra accueillir tous nos petits-enfants. En fait, il n'y a plus rien. Donc je veux dire, voilà, c'était quelqu'un, et puis avec ses filles, il les a portées, il y en a une qui voulait faire une activité, l'autre elle voulait faire ça. Il a toujours été présent pour ses enfants et pour sa femme aussi. Voilà, donc c'était une vie, une famille ordinaire, aimante. On s'aimait vraiment, quoi. Donc ça, et puis aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est tellement rare. C'est tellement rare. Ouais, nos grands-parents, machin, c'est ça. Oui, mais voilà, mais nous, c'était lui et moi, quoi. C'était pas lui sans moi. Ouais, impossible. Et puis il y avait les filles, voilà. Les filles, il faut savoir qu'un papa, c'est le premier amour pour une fille. C'est le premier amour. Et vous avez 3 filles. Voilà, et on a 3 filles, et elles n'ont plus leur premier amour. Elles n'ont plus le pilier pour les guider dans la vie. Il y a la maman qui est là, bien évidemment, mais maman ne peut pas tout porter. Ça ne remplacera pas. Mais ça remplacera pas le papa. Je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux. Et elles arrivent du coup à se reconstruire depuis ces 3 ans. Pour l'instant, elles ont été très choquées par le verdict aussi. Très choquées parce qu'elles étaient comme moi, elles y croyaient. On y croyait jusqu'au bout, puis elles ont été très choquées. Donc là, elles sont en train elles sont dans une descente, on va dire. Elles sont dans une descente, elles sont en train de prendre conscience que, voilà, mais ça va être compliqué pour elles, ouais. Mais je serai là. Ouais, je serai là. Je vais m'accrocher. Ouais, il faut. Et puis il aurait aimé. Il sait ce qu'il aurait voulu. Que je m'accroche pour nos nanas, quoi. Ouais. Et vous avez pu juste aller à l'hôpital à la fin et lui parler un peu sur ces derniers moments, même s'il était sur son lit d'hôpital et en train de mourir, mais vous avez pu y aller en famille. Tous les jours, on a été pendant les 5 jours de coma. Tous les jours, on a été le voir, on a été lui parler. Je me suis allongée sur lui en faisant attention de pas. J'avais peur en fait de le casser plus ce qu'il n'était. Donc j'étais très avec précaution. J'ai fait tout ça avec précaution. Je l'ai embrassé partout, les yeux, la tête, même s'il était branché de tous les côtés. Le respirateur artificiel, il y avait tout. C'est très choquant ce qu'on a vu. Alors que quelques heures avant, il me faisait un bisou là. Au revoir ma chérie, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure quoi. Et du coup, voilà, ces 5 jours, on était très proches de lui jusqu'à que la décision soit prise d'un commun accord avec le personnel médical. Et voilà, donc on l'a laissé partir paisiblement. Vous aviez dit dans des entretiens passés avec la presse que vous n'aviez pas encore commencé votre deuil. Est-ce que ce procès va vous permettre maintenant de commencer votre deuil ou ça va être compliqué, vous ne pourrez jamais faire votre deuil? Non, je ne le ferai jamais, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pensais que la justice m'aiderait à commencer mon deuil. Et en fait, non. Donc mon deuil, je ne peux pas le faire. Mes fils, pareil. On va essayer de réapprendre la vie tout simplement. C'est la survie encore, hein, mais on va essayer. Donc comme la justice ne m'a pas aidée, pour l'instant, je suis incapable. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais rien. Mes filles, pareil, c'est la même chose. On va essayer de s'accrocher toutes les 4, de voir ce qu'on peut faire, de comment on réagit au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà, tout simplement. Ouais. Un immense merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, c'est normal. Merci beaucoup.